Alors, bonjour à tous, merci aux organisateurs pour leur invitation à présenter ce cas sur les patients que je n'aurais pas fait en 2014. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec Edwards. Alors, le cas clinique, c'est une patiente de 74 ans, petit poids, petit gabarit, qui a aggravé sa symptomatologie depuis plusieurs mois avec 2 OAP sévères récemment, une dyspnée 3 de la ligne YHA sous diurétique à forte dose. Et elle a une double valvulopathie post-rhumatismale avec un RAC très serré évolutif, un gradient moyen à 60, une surface à 0,6 cm² et un RM qui est serré autour de 1,5 cm² mais stable dans le temps depuis plusieurs années. Elle a une fonction ventriculaire gauche conservée, elle a une hypertension artérielle pulmonaire très modérée. Elle a également une fibrillation auriculaire chronique. Ses principales comorbidités, c'est son insuffisance respiratoire chronique restrictive sur une typhoscoliose sévère avec une déformation thoracique assez importante. Elle a un VEMS à 0,8, un peu inférieur à 50% de la théorique. Elle a également des antécédents de néoplasie du sein droit, traités par chimiothérapie, radiothérapie et mastectomie, et des séquelles motrices d'une poliomyélite contractée à l'âge de 11 ans. Donc on fait un bilan préopératoire, avec notamment une coronarographie. On n'a rien de plus sur les données cliniques de la patiente. On discute de la patiente en staff pluridisciplinaire et la patiente est récusée pour une chirurgie conventionnelle compte tenu du terrain, de ses comorbidités et de l'indication théorique à une chirurgie lourde puisqu'il faudrait sous CEC aller remplacer à la fois la valve aortique et la valve mitrale, qui sont toutes les deux calcifiées. Alors la patiente étant vigoureuse sur le plan intellectuel, et très autonome également, et demandeuse. On retient l'indication potentielle d'un TAVI en fonction de la faisabilité technique qu'on va évaluer par un scanner. Alors, le scanner va mettre en évidence 2 limites potentielles, une angulation très importante de l'aorte et des axes iliofémoraux de petite taille avec un anneau qui, malgré la corpulence de la patiente, va être relativement large. Alors tout d'abord, les images de l'aorte. L'aorte thoracique descendante est déviée sur la gauche, elle est horizontalisée, elle va suivre la déformation de la colonne vertébrale, et on le voit sur cette image, l'aorte ascendante et la crosse sont déviées sur la gauche, elles se retrouvent à gauche du sternum. On va voir la colonne vertébrale qui est complètement déviée vers la gauche. Alors ce qui donne, quand on regarde cette aorte en OAG, on voit une angulation importante et on peut deviner les difficultés qu'on va avoir à placer notre valve percutanée bien coaxiale. Et effectivement, on l'a rappelé tout à l'heure, toute l'importance de placer sa valve dans l'axe pour une bonne implantation, dans une bonne position. Alors les axes iliofémoraux sont de bonne qualité. Ils ne sont pas calcifiés, ils sont peu tortueux, mais ils sont tout petits. On va retrouver un diamètre moyen au niveau des iliaques externes et des fémorales autour de 5 mm, avec un minimum de 4,6 à gauche, 4,9 à droite, un peu plus gros au niveau des iliaques communes. La valve aortique au scanner elle est très épaissie, probablement en rapport avec ses antécédents de maladie rhumatismale. Elle est également calcifiée. Et quand on descend au niveau de l'anneau, on a un anneau qui est peu calcifié, qui a une forme ovalaire et qui a une taille assez importante, avec une superficie de 533 mm², ce qui fait un diamètre en dérivé de surface à 26. On avait un diamètre à l'ETT à 24-25 mm. On sait que l'ETT sous-estime le diamètre de l'anneau, que ce soit par rapport à l'ETO ou au scanner. Donc il y a quelques mois du temps de la Sapiens XT, avec un diamètre, une surface de valve autour de 530, avec une dérivée de surface à 26. On aurait probablement choisi une valve Sapiens XT de 29. Pour la mise en place d'une Sapiens XT de 29, il faut utiliser un introducteur de 20 French. Et il est clair que chez cette patiente, un introducteur de 20 French n'aurait pas été possible. Je pense que l'introducteur de 18 French n'aurait pas été possible non plus. Et à noter que chez cette patiente, au vu de sa déformation thoracique, de son insuffisance respiratoire, une voie alternative transapicale ou transaortique aurait été très compliquée aussi, voire pas faisable. Donc aujourd'hui, avec la Sapiens 3, premier point, la correspondance entre la taille de l'anneau avec la Sapiens 3, la taille de l'anneau mesurée en surface au scanner, et la taille de la valve qu'on va utiliser, cette correspondance est un petit peu modifiée. On a tendance à moins sursizer la valve, à utiliser une valve Sapiens qui a une taille plus proche de celle de l'anneau, ce qui fait qu'avec un anneau à 26 mm en dérivé de surface, on va utiliser une valve de 26 mm. La valve de 26 mm s'utilise avec un introducteur de 14 French. Et là, effectivement, ça change tout.
Ça change tout parce que, effectivement, introduire du 14 French dans une artère de bonne qualité, même si elle est petite, encore une fois, le fait qu'elle ne soit pas tortueuse et pas calcifiée nous a fait prendre la décision d'aller au trans fémoral droit. Donc là, en général, on rediscute, enfin, tous ces dossiers sont rediscutés à un staff dédié au TAVI pour juger de la faisabilité. On part sur l'implantation d'une valve Sapiens 3 de 26 mm avec un abord transfémoral droit. Donc on voit l'artère qui est de bonne qualité, mais qui est de petite taille. On peut juger ici de la déviation de l'aorte. Alors encore une fois, c'est une aorte qui n'est pas calcifiée, donc on va pouvoir travailler dedans de manière correcte. On a notre incidence de travail avec les 3 cusps qui sont alignés de façon correcte. Alors, la valve est introduite dans l'introducteur, en forçant un peu, mais sans difficulté. Et là, un point important avec la Sapiens 3 et avec le nouveau système Commander, c'est qu'on va pouvoir, une fois la valve franchie avec déjà l'utilisation du flex, utiliser la réserve de flex pour pouvoir se placer de manière parfaitement coaxiale à la valve aortique native, perpendiculaire à l'anneau. C'est un point important parce qu'il est probable qu'avec la XT, au vu de l'angulation et de l'horizontalisation de l'aorte thoracique descendante, on n'aurait probablement pas pu se mettre de manière aussi coaxiale et on aurait probablement été un peu de biais. Donc sur cette incidence, on voit qu'on est bien coaxial à la valve aortique native. On va placer notre curseur, la partie inférieure de notre curseur sur la ligne virtuelle de l'anneau. On va inflater, on inflate en un temps, doucement. On va voir l'inflation de la valve qui va bien se dérouler. On n'a pas eu de mouvement de la valve. On fait un contrôle angiographique qui ne retrouve pas de fuite. Un contrôle angiographique qui montre un aspect un peu particulier, probablement en rapport avec... on voit les valves salva ici, hein, de chaque côté. Et cet aspect est probablement en rapport avec les épaississements du bord libre de la valve et de son étiologie rhumatismale. Donc on est allé faire vu de l'orientation de l'anneau de la patiente, on a pu faire une incidence pour s'assurer qu'elle était bien ovalaire. Et donc on a fermé l'axe fémoral droit avec une petite sténose résiduelle ici, un petit trait de dissection. On va recomprimer pendant une dizaine de minutes et on n'aura pas de complications cliniques au niveau de la voie d'abord. Donc l'évolution à court terme va être favorable avec une sortie de la patiente à J4, pas de complications au niveau des voies d'abord, pas de trouble de la conduction auriculo-ventriculaire ou intraventriculaire. Et à l'écho de sortie, on a une fonction ventriculaire gauche conservée, une valve qui est fonctionnelle avec une IA 1/4, un gradient moyen à 7, une surface fonctionnelle à 1,8. Et la patiente a été revue la semaine dernière, à 1 mois et demi de son implantation. Et elle est transformée, elle a une amélioration fonctionnelle qui est nette, elle a repris du poids. Et à l'écho de contrôle, on a une valve qui est parfaitement circulaire, qui fonctionne bien, une IA inférieure à 1/4, qu'on devine ici, et un gradient moyen à 6. Donc je crois que ce cas clinique montre bien les apports du système de la Sapiens 3 et de son système en termes de faisabilité technique. Je crois qu'on a une amélioration de l'accès aux axes iliofémoraux, même si c'est vrai qu'il ne faut pas tout faire. On a également une amélioration du positionnement du cathéter et de la prothèse dans les anatomies difficiles, qui nous permet d'être plus facilement coaxial. Et il est probable aussi que la meilleure adéquation entre la taille de la prothèse et celle de l'anneau, le fait de moins sursizer, peut avoir un effet vraiment bénéfique dans les anatomies très calcifiées et fragiles. Voilà, je vous remercie pour votre attention.